Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravie de vous retrouver à la une de l'actualité de ce dimanche 31 août. Elles prolifèrent dans le lagon de Moorea. Les taraméas permettent aux récifs de se régénérer, mais elles sont aussi une menace pour le corail. Scientifiques et habitants de l'île travaillent ensemble pour les neutraliser. Changer 4 fois d'oncologue dans l'année, une situation difficile pour les patients atteints de cancer. Au CHPF, le manque de spécialistes est un problème récurrent. Quelle solution apporter? C'est l'une des questions que nous poserons à notre invité ce soir. Nouiha Oloré, représentant à l'Assemblée et vice-président d'AIP, est en plateau avec nous. Oser et faire preuve de résilience, des mots qui suffisent à résumer le parcours d'Oriane Saroui. Installée à San Francisco, elle partage son expérience avec les étudiants du Fénois désireux de s'expatrier. Et puis à la fin de cette édition, notre Fénois d'avant nous emmènera au cœur de la course hippique du Tiurei du 14 juillet 1976. Un reportage et des images d'un autre temps. Opération neutralisation de taraméas à Moorea, organisée par des jeunes protecteurs de l'environnement et une scientifique du CRIOB. Des habitants de Témé se sont joints à cette action. Munis de seringues et de vinaigre blanc, l'équipe a neutralisé des dizaines d'étoiles de mer. Jules Bourga, Mélissa Chank. Un geste simple qui pourrait avoir un grand impact quand les taraméas prolifèrent par dizaines, voire centaines d'individus. L'idée, c'est simplement de lui injecter donc, 10 millilitres de vinaigre dans 3 endroits différents, au niveau du cœur. Voilà, donc on lui injecte en tout 30 millilitres par taraméa et après on la retourne. Et du coup, comme ça, ça fait de la nourriture pour tous les juvéniles de poissons qu'il y a dans le lagon. Et le but, tu vois, c'était vraiment d'essayer de trouver un moyen d'amener une solution qui soit facile, bon marché et que tout le monde puisse utiliser en fait. Les seringues ont donc été distribuées aux locaux pour qu'ils puissent continuer la neutralisation dans les zones où ils repèrent beaucoup de taraméas. Il y en a de plus en plus de ce côté, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis venu parce que c'est dans le coin et protéger son petit coin de paradis, c'est toujours bénéfique pour tout le monde, les enfants comme la population et les touristes. Les taraméas et leur cycle de prolifération ont toujours existé. Mais aujourd'hui, le corail est tellement menacé par le dérèglement climatique que certains scientifiques pensent qu'il faut lui venir en aide et le préserver d'un prédateur redoutable. Nous, on veut garder les corails, les seuls corails adultes qui restent pour produire les nouvelles gamètes pour le futur. Donc, je pense qu'il n'y a pas il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Je pense qu'on peut faire un peu les deux. On a laissé les taraméas tout manger, mais là, on essaye juste d'essayer de garder quelques adultes vivants. À Moorea, il ne reste plus que 1 à 2% du corail vivant. Mais en trouvant les bonnes façons pour le préserver, il y a de l'espoir. Après la dernière vague de prolifération de taraméas en 2006, le récif s'était reconstitué à près de 50% quelques années plus tard. Restons à Moorea avec cette action de solidarité lancée via le groupe Facebook Moorea Qui sait quoi. Une collecte de dons en faveur de familles nécessiteuses. Plus d'une vingtaine de personnes ont répondu à l'appel. Une dizaine de familles ont pu bénéficier de cette distribution de vêtements. Les précisions de l'organisatrice au micro de Veitia Reperer. Sur notre île, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de familles dans les quartiers prioritaires qui n'ont pas suffisamment de moyens. Et ils viennent là et puis ça leur fait du bien et nous aussi ça nous fait du bien. Un nouveau décès sur les routes du Fénois. Un homme de 48 ans est décédé dans un accident au niveau du PK 17.3 à Punaouia. Selon nos confrères de TNTV, le scooteriste a fait une lourde chute alors qu'il était au guidon de son 2 roues. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet accident mortel. Des dépistages d'alcool et de stupéfiants ont été réalisés. Il s'agit du 27e mort depuis le début de l'année. Manque de lits et de personnel à l'hôpital et dans la santé publique en général, le sujet suscite débat et inquiétude. Illustration dans le service oncologie du CHPF, en manque chronique de médecins alors que 850 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année. Lucille Guichet, Reina Nadjarian et Hubert Liao. Élodie est actuellement en rémission. Un moment de répit après des années de lutte contre le cancer et des soins épuisants. Mais face au manque d'oncologues à l'hôpital, elle a dû se tourner parfois vers les cabinets privés. Lorsque j'ai commencé mes traitements de CHPF, j'ai eu 4 oncologues en 1 an. Et c'est
déjà pas facile de parler de la maladie, mais devoir tout recommencer à zéro à chaque fois, c'est compliqué. Un constat partagé par Gilbert, qui vient de créer le nouveau collectif de patients, Tumanaura. Sur la prise en charge de la maladie, je ne suis pas médecin, donc je peux pas dire que c'est négatif. J'espère que les oncologues qui viennent, même s'ils ne restent pas longtemps, sont compétents. Par contre, psychologiquement, c'est difficile à accepter parce que la relation avec le personnel médical, elle est primordiale dans ton parcours de soins. Avec 35 chimiothérapies en moyenne chaque jour, l'hôpital devrait compter 6 oncologues afin d'assurer des rendez-vous réguliers aux patients. Problème, 2 médecins en poste ont choisi d'exercer à temps partiel. Le gouvernement travaille donc à revoir le statut des médecins pour rendre les postes plus attractifs. On voudrait passer à un établissement public de santé qui va nous permettre beaucoup plus de souplesse dans les recrutements, beaucoup plus d'adaptabilité dans les budgets et donc recruter au bon moment et au bon endroit et aller vite. Et la deuxième chose, c'est la révision des statuts des professionnels de santé, puisqu'un statut en santé est nécessaire, un statut de fonction publique en santé est nécessaire. Et donc nous travaillons avec l'ensemble des partenaires pour aller vers cela. Le service devrait compter un oncologue supplémentaire pour assurer les suivis. 850 nouveaux cas de cancer sont dépistés chaque année en Polynésie. Nous allons tout de suite parler de cette problématique avec notre invité ce soir, Nui Haulore, représentant non inscrit à l'Assemblée et vice-président de Ahirehiya, Polynetia Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on vient de le voir, manque de personnel, de lits également au CHPF, des services saturés. Le ministre de la Santé compte sur la réouverture des blocs à Outoura, mais aussi sur un travail sur l'attractivité des postes de soignants pour résorber le problème à long terme. Il a aussi été question au sein de l'Assemblée de recruter des médecins étrangers. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous? Est-ce que c'est les solutions? Non, par contre, c'est vrai qu'on voit le ministre de la Santé être toujours rassurant sur ce sujet. C'est un sujet ancien. C'est vrai que c'est une spécialité qui est très recherchée partout dans le monde. Et donc, ça nécessite de revoir toutes les conditions d'attractivité de cette spécialité en Polynésie. Ce qu'on voit, c'est que les choses n'avancent pas beaucoup, puisque la question a été posée au ministre depuis le début de cette mandature, à plusieurs reprises, récemment encore une fois, et malheureusement, les choses n'avancent pas beaucoup. Et le témoignage qu'on a vu à l'instant est dramatique. Changer 4 fois d'oncologue, être dans ces situations-là, ça pose beaucoup de problèmes. Et donc c'est pour ça que nous, on attend davantage le ministre de la Santé sur ces sujets de santé publique plutôt que sur des sujets de patenté, de modification de la taxation. Pour vous, ce serait ça la solution ? Pour nous, la solution, c'est de changer effectivement les dispositions qui existent pour rendre l'exercice de la profession d'oncologue beaucoup plus attractive en Polynésie. Ça n'a pas été fait. Bien sûr, c'est en cours, mais je pense qu'il faut aller plus vite. Alors, autre sujet, cette fois autour de la PSG et du RNS, les débats ont été houleux. Ils ont d'ailleurs fini tard hier soir. Le gouvernement défend l'idée de remettre les personnes dans les bonnes cases avec un système plus juste et solidaire. Le point de rupture pour l'opposition, c'est l'élargissement de l'assiette des cotisations aux revenus du patrimoine, donc loyers et dividendes, et le pouvoir d'affiliation d'office confié à la CPS. Vous dénoncez une réforme anti-économique. Totalement anti-économique parce que finalement, le ministre l'a dit lui-même, cette réforme, elle va rapporter 3 milliards de plus. C'est ça l'objet de cette réforme. Pour nous, l'impôt n'est pas la solution aujourd'hui. On est hyper taxé, toutes les professions. Et là, s'agissant des personnes qui ont une deuxième activité, ils sont déjà taxés, quelles que soient les activités. Lorsque le ministre des Finances a été interrogé pendant cette séance, qui effectivement a duré très longtemps, elle n'est pas terminée, elle le reprend demain à 17h, il a avoué lui-même que certaines professions étaient déjà hyper taxées et qu'il allait, lui, revoir la fiscalité. Nous, on n'est pas là pour nous opposer systématiquement à l'action du gouvernement. Depuis le début de cette mandature, nous avons chaque fois proposé d'autres solutions, des amendements qui n'ont pas été retenus. Et là, pour le cas, nous, ce que nous avons proposé, ce que nous allons continuer à proposer demain, ce n'est pas de supprimer ce texte. Mais comme le CESEC l'a indiqué lui-même, la société civile, il n'est pas prêt, il n'est pas mature. Donc nous, on a proposé par voie d'amendement que la mise en œuvre de ces dispositions s'applique non pas au 1er janvier 2026, mais en 2027, ce qui donnerait le temps à l'ensemble des partenaires sociaux, et c'est ça l'intervention en fait du CESEC, de remettre ce dossier sur la table et de retravailler. On a même proposé, nous, de coécrire avec le gouvernement les dispositions qui posent problème. Mais quelle a été la réponse du gouvernement ? Alors, on voit bien que le président, la majorité est assez ouverte à cette proposition, parce qu'il voit bien que ce texte ne fait pas l'unanimité. Par contre, le président, il est dans une
finalement dans un déni en réalité. Et comme je l'ai indiqué à l'Assemblée, c'est comme ça que finissent les majorités. Lorsqu'on a le sentiment de savoir tout mieux que tout le monde, ce qui est le cas avec ce texte, ça se finit généralement mal. Alors il y a un autre sujet sur lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord, c'est l'interdiction du VAPO. L'Assemblée a dit oui, vous, en tout cas à HIP, dit non, notamment au nom de la liberté individuelle et de la responsabilité. Tout à fait, d'autant plus que c'est assez remarquable parce que ce n'était pas du tout le sens du texte qui a été déposé par le gouvernement, qui allait dans le sens d'une restriction, d'une réglementation un peu plus forte pour empêcher justement le développement du vapotage, notamment pour les jeunes et éviter de les amener à ces addictions. Et c'est un amendement qui a été déposé par le Tapura qui finalement a été repris par le gouvernement qui est allé vers l'interdiction. Nous disons que l'interdiction n'a jamais été la solution, parce qu'il ne faut pas être hypocrite non plus. Si on veut interdire, il faut interdire le tabac, qui tue plus de personnes que le vapotage. Et on a vu le reportage sur les accidents de la route, la OPK 17, un mort de plus. Quelles sont les origines de ces accidents la plupart du temps? L'alcool. Donc il faut interdire l'alcool aussi. Nous, on n'est pas pour l'interdiction. On est pour la liberté individuelle, mais la responsabilité qui va avec. C'est pour ça que l'alcool est très taxé, le tabac est très taxé, et des réglementations de la prévention est mise en place pour pousser les gens à ne plus tomber dans ces addictions. Mais là, on a vu qu'il y a eu une surenchère finalement entre le Tapura et le Tavini qui a conduit finalement à ce texte qui va faire l'objet... Qui risque d'être retoqué par ailleurs. Qui va être attaqué, bien sûr, parce qu'il y a une entrave à la liberté d'entreprendre. Alors, partons dans l'Hexagone quelques instants. Normalement, en tout cas, le scénario d'une dissolution refait surface. À 8 jours du vote de confiance de l'Assemblée nationale, François Bayrou pourrait donc partir. Un gouvernement central instable. Quel est votre regard, vous, sur ce qui passe et quels pourraient être les risques de cette dissolution, de cette nouvelle dissolution pour la Polynésie? Alors, moi, je sais que le vote qui aura lieu le 8, manifestement, les choses sont pliées et le Premier ministre rendra son tablier. Par contre, le président de la République a été relativement clair sur le fait qu'il n'engagerait pas de dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée nationale. Il y aura juste un nouveau Premier ministre qui aura les mêmes difficultés que François Bayrou, que son prédécesseur. Et on voit bien que la solution, c'est de rebattre les cartes avec une nouvelle élection présidentielle, une nouvelle élection législative. Est-ce que ça va solutionner tous les problèmes? Je ne suis pas certain non plus. Mais en tout cas, ce vote de confiance qui a lieu dans quelques jours, manifestement, les choses sont mal engagées pour François Bayrou. Merci beaucoup, Nuhaolore, d'avoir été avec nous. Et sachez que Cédric Mercadal, le ministre de la Santé, sera un invité café de notre matinale radio demain à 7h. Il viendra notamment défendre la réforme de la PSG. Oriane Saoui travaille à San Francisco. Énergie, environnement, clean tech, des secteurs où elle accompagne les entreprises françaises désireuses de se développer en Amérique du Nord. De retour au Fénois pour 2 semaines, elle a partagé son expérience aux étudiants de la Chambre de commerce. Rohan Poturu, Iberliao. Ces mots résument à eux seuls le parcours réussi d'Oriane Saoui à l'étranger. Installée aux États-Unis depuis 1 an et demi, elle occupe un poste à responsabilité à l'agence Business France qui a pour rôle d'accompagner les entreprises françaises à se développer sur le sol américain. Pour elle, les jeunes Polynésiens ont tous la possibilité d'y arriver à condition de saisir les bonnes opportunités comme le programme volontaire international. C'est déduit au moins de 28 ans, on ne peut pas postuler au-delà de 28 ans. Et il se charge de toute la partie administrative, il se charge de trouver le visa qui correspond et même de mettre en relation les entreprises et certains bons profils aussi. J'aimerais qu'on en parle plus, qu'on soit plus au courant que ça existe, puisque c'est quelque chose que je trouve on n'a pas encore énormément connaissance. Pour les parents, à travers cette réussite professionnelle, transparaissent aussi les valeurs polynésiennes inculquées depuis l'enfance. Les touristes, quand ils viennent en Polynésie, ils disent juste une chose. Qu'est-ce que les gens sont gentils. Je dirais que c'est presque une marque de fabrique. Mais il faut que ce soit notre marque de fabrique avec une rigueur. Donc, quelque part, je suis contente pour ma fille. Et je me dis que c'est un exemple, il y en aura d'autres. Je connaissais bien le territoire français et ça m'a aidé pour bien l'orienter et qu'elle fasse des études qui correspondent à son niveau et qui lui plaisent et avec lesquelles maintenant elle peut s'épanouir. Une de ses principales ambitions, le développement à l'export des produits du Fénois. Tant dans la qualité que dans la diversité, les possibilités sont énormes sur le marché américain.
Je pense au SWAC par exemple qui a fait le système de climatisation avec l'eau des profondeurs. Ça, c'est des sujets qui sont très très demandés à l'international, à San Francisco notamment, puisque ça répond à l'environnement, ça répond à une demande en innovation aussi, et ça vient de chez nous. Dans 6 mois, son contrat de volontaire international en administration prendra fin. Elle compte rester à San Francisco pour continuer à travailler sur la transition écologique, peut-être en rejoignant une start-up. Prenons le large un instant vers Raiatea où un nouvel hôtel vient d'être inauguré, le Apatoa. La structure comprend une quinzaine de logements. Démarrés il y a 6 ans, les travaux devraient se terminer en fin d'année. L'objectif, dynamiser le tourisme local. Les précisions de la propriétaire Nathalie Candalo au micro de Iti Manaki. L'île de Raiatea a le vent en poupe depuis le classement à l'UNESCO du Marais de Tapu Tapu Atea. Elle a suscité un regain d'intérêt, y compris par le public polynésien qui se souvient maintenant un peu mieux de son histoire grâce à ce classement. Et l'île de Raiatea qui offre de nombreux atouts pour le tourisme vert aussi, et puis un lagon extraordinaire où on a déjà des bases de charter historiques, et voilà, c'est chouette pour cette île-là qui se découvre au public. Et puis à Bora Bora, une pension de famille a pris feu en milieu de journée à Anao. Le feu a été rapidement maîtrisé. 150 mètres carrés de l'établissement ont été détruits par les flammes. Aucun blessé à déplorer. La technologie au service des baleines. Depuis 7 ans, l'association Oceania déploie des observateurs afin d'aider les capitaines de navires et éviter les collisions. Un nouveau dispositif technologique vient d'être testé à Veiare pour renforcer la sécurité. Veitia Reperer. Chaque saison des baleines, les navettes reliant Tahiti à Moorea doivent composer avec les cétacés. Selon l'association Oceania, 892 manœuvres d'évitement ont dû être entreprises ces 7 dernières années, dont 404 à moins de 200 mètres des baleines. Ça fait 7 ans qu'Oceania déploie des observateurs mammifères marins à bord des ferries pour observer l'axe Tahiti-Moorea, pouvoir détecter la présence d'une baleine et prévenir le capitaine en direct. Et à entendre l'association, le travail fonctionne. Oceania parle de 3 incidents recensés officiellement depuis 2012. Aujourd'hui, l'association veut aller plus loin avec le projet Ocean IA, une caméra équipée d'intelligence artificielle qui surveille désormais l'entrée de la passe de Veiare. Sur la passe. Ce système, comme je disais, cette année va être entraîné. On va prendre des images et on va dire à la caméra, ça c'est une baleine. Donc petit à petit, elle va pouvoir reconnaître la baleine. Et l'année prochaine, l'idée c'est qu'il y ait reconnaissance plus envoi d'un message automatique. Une aide supplémentaire pour les capitaines qui doivent parfois réagir en quelques secondes seulement. Nous, on a une petite vitesse de 15-16 nœuds. Enfin, c'est plutôt les navires rapides. Donc, c'est la saison des baleines, ils sont plus exposés que nous, quoi. Nous, on a le temps de voir et d'éviter. Une caméra a aussi été installée à l'entrée ouest de Papeete. Et si le dispositif vise d'abord les ferries, Oceania rappelle que le risque ne s'arrête pas là. Pêcheurs, plaisanciers et touristes partagent eux aussi ces eaux avec les baleines. Terminons ce journal par notre Fénois d'avant et remontons le temps, il y a près de 50 ans, au cœur de la spectaculaire course hippique du Tiurei. Des images et un reportage d'un autre temps. Regardez. Le Tiurei 76 aura connu sa grande journée hippique avec la réunion du 14 juillet sur l'hippodrome de Pire. Journée d'excellente tenue avec la présence de nouveaux chevaux importés de Nouvelle-Zélande. Beaucoup de monde s'était déplacé hier pour voir la plus spectaculaire des courses où les cavaliers en paréo montent sans selle torse nu et couronnés de fleurs. A noter aussi pour la première fois depuis 20 ans à Tahiti une course de steeplechase que vous voyez se dérouler actuellement où Manola Doucet s'est distinguée. Arrivée seconde, elle a failli remporter cette épreuve. Et puis, dans la dernière course, la plus belle épreuve de la journée, la victoire de la pouliche Erima appartenant à Jackie Tewira, maire d'Aroué et conseiller de gouvernement. Voici les résultats pour cette belle journée. Première course au galop, distance de 1500 mètres.
Handicap ouvert aux chevaux nés dans l'année. Premier, Kandari appartenant à M. André Douce. Deuxième course au galop steeple. Premier, Taina appartenant à M. Messonnier. Troisième, course en paréo, distance 1500 mètres. Premier prix, Kandari. Quatrième course, trot, distance 2800 mètres. Premier prix, Last Bob. Cinquième course, au galop. Premier prix, Erima, appartenant à Jackie Tewera. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche 31 août. Nouveau décès sur les routes. Un homme de 48 ans a perdu la vie après une chute de son scooter à Punaouia. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident. Il s'agit du 27e mort depuis le début de l'année. Restez connectés à l'information avec notre site internet. À la une ce soir, retour sur le Xterra Trans-Tahitienne. 687 coureurs pour cette édition 2025. Tout de suite sur la première, le film L'Insulte, suivi du documentaire Apocalypse. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Marouki Duri aux commandes de votre journal. Quant à moi, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.